C'est un des nouveaux métiers liés à l'Internet. Un métier qui consiste à produire des contenus rédactionnels adaptés au langage du web. Il s'agit bien sûr du rédacteur web. Ce midi, nous explorons l'univers de ce métier. Nous vous parlerons de comment devenir un rédacteur web et bien sûr de la formation adéquate pour le devenir. Dans notre rubrique consacrée à l'agriculture, nous irons à la découverte d'une innovation, une moissonneuse de manioc. Et bien sûr, nous finirons l'émission par le débat du jour qui s'intéresse au jardin secret dans le couple. Top, c'est parti, on installe coaching numérique. La rédaction web consiste tout simplement à rédiger du contenu test pour un site internet. Il peut s'agir d'un blog, d'une fiche production ou encore d'un article informatif. C'est un des métiers les plus en vogue actuellement avec l'avènement du numérique et donc de la digitalisation. Nous nous intéressons ce midi au métier de rédacteur web. Ansbe Abalo, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Vous êtes digitaliste et expert en intelligence artificielle et avec vous, nous abordons le sujet. Déjà, c'est quoi la rédaction web au-delà de cette définition que j'ai donnée tout à l'heure? Tout à fait, merci beaucoup Madame Rebecca. Vous avez déjà tout résumé. En d'autres termes, la rédaction web, c'est tout processus, d'accord, permettant de rédiger ou de proposer un contenu orienté web. Orienté communication en ligne, orienté communication sous toutes ses formes, mais web. D'accord. Oui. Quel est le rôle du rédacteur web dans ce cas? Merci bien. Alors, un rédacteur web a pour rôle, d'accord, de rédiger et de proposer un contenu qui sera utilisé, par exemple, pour le développement d'un site web, d'accord, pour un blog ou pour des journaux en ligne. Est-ce que vous voyez? Donc voilà un peu le rôle d'un rédacteur aujourd'hui. D'accord. Alors, comment devenir un rédacteur web? Tout à fait, merci beaucoup. Alors pour devenir un rédacteur web, il faut naturellement se faire former. Est-ce que vous voyez? Et se faire former... Une formation qualifiante ou certifiante? Je proposerai les deux. D'accord. Dans un premier temps, une formation certifiante qui va vous permettre d'avoir des aptitudes de rédiger. Je prends par exemple quelqu'un qui maîtrise quelqu'un qui veut être rédacteur web doit maîtriser le Word, Microsoft Office Word, parce que c'est le logiciel d'édition par défaut. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui veut être rédacteur web doit maîtriser PowerPoint parce que c'est un outil de présentation par défaut. Quelqu'un qui veut être rédacteur web doit maîtriser les raccourcis clavier. Est-ce que vous voyez les raccourcis clavier aujourd'hui? Parce que si tu ne maîtrises pas les raccourcis clavier, comment tu peux quand même faire une proposition? Et au-delà de ça, en termes d'informatique, en termes de numérique, ça augmente, ça évolue tous les jours. Donc, il y a les outils de l'intelligence artificielle qui permettent aujourd'hui de générer de façon automatique, d'accord, du contenu rédactionnel. Mais il faudrait avoir des compétences d'abord avant de donner les instructions à l'intelligence artificielle pour dire, OK, sors-moi telle chose, sors-moi telle chose, sors-moi telle chose. Donc, voilà un peu de façon très résumée et concise la façon dont on peut qualifier le rôle d'un rédacteur web. Alors, au-delà du fait de maîtriser les outils numériques, tout ce que vous avez cité là, est-ce qu'il ne faut pas aussi avoir une formation de base en rédaction? Bon, je vais... Rédaction de tests et autres. Je vais vous étonner parce que avec l'avènement du numérique, c'est l'apprentissage. D'accord. Donc, même si vous n'avez pas des compétences à la base, d'accord, dans le domaine rédactionnel et que vous apprenez du jour au lendemain, vous pouvez être un excellent rédacteur web ou rédactrice web. Donc, ça ne conditionne. En réalité, le numérique, c'est l'apprentissage au fait au cœur de l'éducation. C'est-à-dire que tu ne connais pas, tu apprends et puis tu t'adaptes à ce que tu apprends. Je prends par exemple l'exemple d'un apprenti tailleur qui voit son patron faire des coupes devant lui. 1, 2, 3 coupes.
lui-même peut se lancer dedans et puis du jour au lendemain, il devient créateur et puis il fait des propositions concrètes et puis là, il devient tailleur. C'est la même chose avec le numérique, la même chose avec un rédacteur web. Quelqu'un qui voit, on le forme peut-être en 3, 4, 5 semaines sur les outils d'édition, Word, Excel, PowerPoint, les raccourcis clavier. Il va commencer par produire du contenu et puis ajouter maintenant le référencement SEO dessus. Il devient compétent et puis fait des propositions et Google le rémunère et puis c'est des gens qui sont vachement rémunérés par Google. On va parler de la rémunération. Donc, voilà tout à l'heure. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous quand vous dites que il faut pas forcément avoir une formation de base en rédaction avant d'être rédacteur web parce que les qualités, j'allais vous poser la question, les principale qualité d'un rédacteur web, est-ce que cela ne prend pas également pas sa plume, sa belle plume? C'est vrai que quelqu'un qui avait déjà des compétences de rédaction associées à une formation orientée web ira beaucoup plus vite. Je suis d'accord. Oui, mais... De la même façon, quelqu'un qui n'a aucune compétence à la base peut facilement apprendre sur le tas et réussir très bien là où d'autres échouent au fait. Parce qu'aujourd'hui, le numérique, c'est le qu'est-ce que tu sais faire. En un mot, c'est le qu'est-ce que tu sais faire. Donc, si la personne s'efforce à apprendre, même s'il n'a aucune ou elle n'a aucune compétence à la base, elle peut très bien s'en sortir correctement même, sans même et même dépasser quelqu'un qui a des bases en rédaction. C'est pour cela, avec le numérique, même si vous avez des compétences en rédaction, il faut actualiser la chose à chaque fois avec les outils digitaux. D'accord, vous ne m'avez pas convaincu, mais bon, d'accord. Alors, quelles sont alors les qualités d'un bon rédacteur web? Alors, il faut être bien dans les grammaires, les fautes d'orthographe, l'orthographe, la grammaire, il faut être très bien dedans. Ensuite, il faut être excellent dans maîtriser les raccourcis clavier, maîtriser votre ordinateur, votre outil de rédaction, votre outil qui vous permette en réalité de rédiger. Ensuite, il faut maîtriser les référencements. Parce que lorsque vous rédigez un article aujourd'hui et que vous postez en ligne, si vous ne maîtrisez pas les référencements, l'article n'aura pas un bon positionnement. Et c'est dans le positionnement que les rédacteurs web sont rémunérés. Donc, vous devez maîtriser les référencements SEO pour pouvoir permettre de bien positionner votre article. Je pense qu'avec ces compétences-là, et il faut apprendre au jour le jour. Parce qu'il y a des domaines qui sont de nouveautés. Donc, vous devez vous ressourcer à chaque fois pour ne pas être délaissé, pour ne pas être... Vous actualiser. Voilà, exactement, vous actualiser. Je pense qu'avec ces qualités-là, vous allez faire un bon rédacteur web. D'accord. Alors, quel type d'études, on a commencé par aborder la question, mais quel type d'études pour être un rédacteur web, pour devenir un rédacteur web, ou quel type de formation? À peu près, combien, quand il s'agit de formation, combien de temps concrètement pour devenir rédacteur web? Ok, je vais une fois encore vous étonner. Tout est question de volonté avec le numérique. D'accord. Lorsque tu décides d'être un bon rédacteur web en un mois, tu seras un bon rédacteur web. En un mois? En un mois. Ok. Tu seras un très bon rédacteur web. Parce que ça va extrêmement vite. Je vais vous donner... Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes étudiants où on leur demande, donnez-moi 5 débouchés de votre domaine d'activité. Ils sont incapables de donner. Or, lorsque vous prenez un rédacteur web, je peux vous donner 5 débouchés tout de suite là de quelqu'un qui a fait des formations en rédacteur web. Premier débouché, quelqu'un qui s'est formé en rédacteur web peut être formateur en rédacteur web. C'est-à-dire que lui-même, à son tour, il peut aller former. Ensuite, il y a quelqu'un qui a fait la formation en rédacteur web peut être... déjà rédacteur web, c'est-à-dire qu'il crée de contenu, il poste dans les plus gros moteurs de recherche, notamment Google, Bing, etc. Et il se fait vachement de l'argent. Il peut être rédacteur presse écrite orienté web. Est-ce que vous voyez? Et il y a même un métier, d'accord, que les gens banalisent, rédacteur de mémoire de soutenance. Je vous assure. Rédacteur mémoire de soutenance. Vous savez, moi je suis écœuré parce qu'il y a des étudiants qui finissent la licence, le master, mais qui n'ont jamais vu un ordinateur. Donc ils sont obligés d'aller vers des gens qui quand même ont pris le temps de se faire former sur le tas. Et ces gens-là, peu importe le niveau, qui rédigent même le contenu de leur mémoire de soutenance, par exemple. Donc voilà déjà, et puis secrétaire de direction. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait la rédaction web peut quand même travailler en tant que secrétaire de direction parce qu'il s'agit de produits, de contenu. Est-ce que vous voyez? Donc voilà déjà 5 débouchés que je viens de vous citer avec une formation d'1 mois. D'accord.
D'accord. Alors, quel avenir pour les rédacteurs web, surtout avec l'avènement de l'intelligence artificielle, dont ChatGPT par exemple, désormais il suffit juste de mettre la thématique et au bout de quelques secondes, vous avez le déroulé. Alors, quel avenir pour les rédacteurs web finalement? Merci beaucoup. Alors, moi je dirais tout simplement que l'IA n'est pas venue pour prendre la place des humains, mais pour améliorer ce qui se faisait avant. Donc, un bon rédacteur web doit s'actualiser. J'avais dit ça tout à l'heure. Donc, si tu étais rédacteur web et puis tu faisais manuellement sur ton clavier, tu maîtrises déjà certains paramètres. Donc, le fait que tu t'adaptes à l'IA va te rendre encore beaucoup plus performant. En réalité, l'IA est là, c'est un module de performance. Ce n'est pas un module qui va faire disparaître votre métier, non, mais c'est à vous de vous cultiver chaque fois et de vous actualiser pour ne pas perdre la main. Mais quelqu'un qui, si moi j'ai besoin d'un document, j'ai besoin de rédiger un document, je préfère aller vers ChatGPT parce que je sais que ça irait très vite plutôt que d'aller vers un rédacteur web, n'est-ce pas? C'est pas tout comme si ça remplaçait, mais ce que je veux dire, c'est que avec le temps, ceux qui faisaient appel justement au rédacteur web pourraient se tourner vers ChatGPT et d'autres IA pour simplement faire le job, n'est-ce pas? Tout à fait, je suis d'accord avec vous. C'est pour cela, en tant que rédacteur web, il faut innover. D'accord, en quoi faisons? Par exemple, la maîtrise des référencements SEO. D'accord. Parce que c'est un plus que vous avez et que quelqu'un qui se lève de façon classique, qui ne peut pas faire. Donc, c'est à vous de vous valoir. Ah, malgré que ChatGPT est là, moi, j'ai une compétence de plus. Et si vous me confiez votre rédaction, je peux rendre cette rédaction-là viable et vous aurez de retour par rapport à ça. Donc, il faut être en perpétuelle recherche d'innovation et de compétences et d'amélioration continue. D'accord. Alors, un rédacteur web peut gagner en moyenne combien? Par mois, si vous voulez, même par jour, parce que c'est possible, n'est-ce pas? Je préfère par semaine. Par semaine, d'accord. Alors, un bon rédacteur web, en moyenne, peut gagner 800 000 par semaine. 800 000? Tout à fait. De francs CFA ou? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. En quoi faisons, bien c'est juste les contenus proposés aux entreprises? Déjà, il y a des contenus. D'accord? Il y a des contenus à rédiger pour être rémunérés. Vous pouvez former. Oui, mais on forme combien? Maintenant, combien veulent se faire former? Il y a aussi Google qui est là, qui rémunère les rédacteurs web. Ok, d'accord. Ceux qui actualisent les pages sur... Exactement. Parce que supposons vous tapez dans Google comment préparer du riz. D'accord? En tapant dans Google comment préparer du riz, Google même ne produit pas de contenu, mais il vous affiche au fait ce que des rédacteurs web ont posté. Donc, à chaque fois quand vous sollicitez Google, lui, il est content. C'est un peu comme un démarcheur. Lui, il est content et puis il rémunère derrière, par le système de AdSense, tous ceux qui ont écrit des articles et qui postent. Je donne par exemple des astuces. Vous êtes sur TikTok, vous voyez un article qui défraie les chroniques. En tant que bon rédacteur, vous rédigez par exemple cet article-là et puis vous postez sur votre blog. Soyez sûr que le lendemain, les gens vont taper l'article là pour voir quand même ce que Google est en train de dire. Oh, ce n'est pas Google qui dit, c'est le rédacteur web derrière. Voilà, tout simplement. Ce sont des rédacteurs web derrière. Alors, je retiens ce chiffre, 800 000 de francs CFA par semaine pour un rédacteur web. Un bon rédacteur web. Alors, chers amis, si vous désirez devenir rédacteur web, vous savez désormais quoi faire tout simplement. Ansbe Abalo, merci. Je rappelle que vous êtes digitaliste et expert en intelligence artificielle et avec vous, on parlait du métier de rédacteur web. Merci pour ces précisions. On vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres thématiques, toujours en lien avec le numérique, la digitalisation. Bel après-midi. Merci beaucoup, Madame Rebecca. Et à votre suite, on installe Taragbe Valère Wansou pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Ce midi, mesdames, messieurs, chers passionnés de l'agriculture, nous allons à la découverte d'une moissonneuse de manioc. Taragbe Valère Wansou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour à mes téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. En forme. D'accord. Alors dites-nous tout sur cette moissonneuse de manioc. Alors la moissonneuse de manioc, si la régie permet, c'est juste une barre de fer avec des crochets qui permettent
de déterrer le manioc de façon beaucoup moins pénible. Tu vois, il y a de cela 6 mois, je surfais sur Internet, tu as vu comment je déterre le manioc facilement. Et j'ai vu sur un réseau social chinois des Asiatiques utiliser une barre comme ça pour déterrer le manioc. Tu sais, le travail le plus fastidieux dans la culture du manioc, c'est la récolte. Et donc, il faut se mettre à genoux, bien, il faut s'incliner pour déterrer, pour creuser avec la roue, tout ça. Ça agit sur la hanche et ça agit sur l'espérance de vie des agriculteurs. Et ça rend le métier moins attirant pour la jeunesse. J'ai dit, mais si ces gars-là sont capables de déterrer le manioc de cette manière, il va falloir qu'avec un soudeur, on travaille pour trouver l'angle parfait, idéal, et aussi la dent qui va permettre de reproduire la même chose au Bénin. Et la première fois que j'ai parlé à mon équipe, parce que j'ai une équipe de soudeurs qui travaille avec moi, ils m'ont dit que je suis fou, que ça n'a pas marché. J'ai dit, mais on essaye. Et on voit ce que ça a donné. Et on a essayé. La première fois, c'était le flop total. Ils se sont moqués de moi. Deuxième fois, troisième fois, figure-toi, même jusqu'à la dernière émission, je n'avais pas encore réussi. Et c'est quand j'ai quitté ici le 17, à 17h que le soudeur m'a appelé et dit, patron, ça a marché. Donc, en fait, cette découverte est récente. Oui, récente. En fait, ce n'est pas une découverte, ça existe dans d'autres pays. Mais comme on le dit, l'innovation... de cette manière-là... de cette manière, c'est moi qui ai amené ça. Et c'est moi qui ai rendu... Peut-être qu'il y a des gens qui le font en silence, mais c'est moi qui ai publié ça sur les réseaux sociaux. Et j'ai expérimenté moi-même. Je n'ai pas commandé la balle en Chine. C'est juste les ferrailles qu'on a au Bénin que j'ai agencées. Et ça permet vraiment de récolter même 1 hectare en 2 heures de temps, sans être fatigué. Et c'est vraiment ce que je veux partager avec tous les Béninois. On ne fait pas de la publicité ici, mais c'est un truc que les soudeurs qui sont vraiment intelligents, les agriculteurs peuvent reproduire facilement, qui ne nécessitent pas des tracteurs, qui ne nécessitent pas des moyens colossaux pour pouvoir. Tu as vu comment j'arrive à déterrer cette huile de manioc? Voilà, c'est comme ça. Simplement. Ouais. Wow. C'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité également de faire en plusieurs tranches, de telle sorte que une fois dans le champ, on puisse déterrer plusieurs manioc à la fois? Là, on voit que c'est uniquement au niveau de chaque stand que vous enlevez, mais est-ce que c'est pas possible d'étendre les branches de telle sorte à déterrer plusieurs manioc à la même? Là, tu deviens maintenant agricultrice moderne. Parce que là, c'est comme ça que les idées poussent. Et c'est là, maintenant, ça va me donner du fil à retordre. Et puis, améliorer ce qui existe déjà. Nous, on en parle parce qu'on sait que tous les Béninois, tous nos citoyens peuvent reproduire sans acheter chez quelqu'un. Pas forcément besoin d'aller reproduire, copier ce qui est fait et pour déterrer facilement le manioc. Regarde ce manioc là, ça fait au moins 15 kilos. Si je dois le déterrer moi-même, vraiment je vais me casser la hanche. Et donc je crois qu'on peut penser à ça et améliorer les choses pour que les gens puissent vraiment faire l'agriculture de façon facile. C'est ça qui permet aux autres de produire et d'avoir un coût compétitif par rapport aux nôtres sur le terrain. Alors très rapidement, Talagbe Valère Wansou, au-delà de cette moissonneuse, est-ce qu'il y a d'autres innovations au plan local toujours pour faciliter la récolte du manioc? Bien sûr, il y a d'autres innovations. Le Bénin est pétri de talent. Et il y a des artisans béninois qui font des travaux incroyables, qui ne sont pas promus. Peut-être que tu viens de me parler, je vais fouiller et peut-être la prochaine émission, j'irai dans les ateliers de quelqu'un pour voir s'il a fait un truc qui facilite la vie. Mais je sais qu'il y a des artisans qui ont fabriqué des machines pour pouvoir semer les boutures de manioc facilement. Wow. On va en parler la prochaine fois alors? Par la grâce de Dieu. D'accord. Talagbe Valère Wansou, merci. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait de cette innovation, votre innovation, une moissonneuse de manioc. Bel après-midi, Talagbe. Merci à vous, Rebecca. On installe à présent mes invités pour le débat. Tout le monde a son jardin secret. Il contient des souvenirs, des regrets, des pensées, des joies. Enfin bref, tout ce qui fait partie de notre imaginaire, de nos réflexions. Mais lorsque nous sommes en couple, devons-nous tout dévoiler à notre partenaire? Jardin secret dans le couple, est-ce une nécessité ou un danger? On en discute ce midi avec Simplice Dossou. Simplice, vous êtes écrivain. Bonjour Simplice. Bonjour Madame Rebecca. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Leslie Messila, vous êtes entrepreneur. Leslie, bonjour. Bonjour Rebecca. J'espère que ça va. Ça va, super. D'accord. Merci de m'avoir reçu une fois de plus. Tout le plaisir, tout le plaisir. Et Kamel Agri
Leslie, c'est bien ça, hein? J'espère que je prononce très bien le nom. Bonjour, vous êtes psychologue de la vie sociale et coach certifié des couples et familles. Merci donc de rejoindre l'aventure. J'espère que vous allez très bien. Très bien. D'accord. Alors, ma première question s'adresse à vous, Simplice Dossou. C'est quoi le jardin secret pour vous? Merci beaucoup. Merci sincèrement pour la thématique. Parce que cette thématique, ça touche la vie du couple. Et quand on parle d'abord de couple... C'est la sensibilité de M. Dossou. Oui, ça c'est très important. Parce que lorsque le couple, lorsque le foyer est en bon état, la société est en bon état, la nation est en bon état. Le monde entier sera en bon état. D'accord. Donc, quand on parle de jardin secret, je peux dire que c'est cet ensemble qui est dans l'homme et que ça constitue vraiment une force interne à lui et qui regroupe ses pensées et qui regroupe ses idées et qui regroupe ses objectifs et qui regroupe aussi ses fantasmes dans le sens de pouvoir les conserver à lui seul. Donc c'est personnel à soi, vous voyez, et c'est en soi et on les garde. Donc c'est ça qu'on appelle jardin secret. Et que ça a aussi un code, ça a aussi une clé. Et avant de pouvoir les découvrir, il faut connaître d'abord ce code et avoir la clé pour pouvoir ouvrir. Vous voyez. D'accord. Maintenant, en gros, en résumé, on retient que pour vous, le jardin secret est... Le jardin secret est ce qui est en soi, ce qu'on garde, ce que l'on garde pour soi-même, qu'on n'a pas envie de partager. Et que ça soit de façon émotionnelle, des idées, des projets qui se débouchent sur beaucoup de plans, mais que l'on garde en soi-même et qu'on ne le partage pas. D'accord. Leslie, pour vous, le jardin secret représente quoi? Le jardin secret, c'est ça. Hein, c'est quelque chose qu'on ne veut pas partager, soit avec son conjoint ou avec quiconque. Donc, c'est quelque chose qu'on essaye de protéger et de ne en parler à personne. Est-ce que tout le monde a un jardin secret selon vous? Oui. Oui. Vous avez des jardins secrets, Leslie? Oui, beaucoup. Personnellement, beaucoup de jardins secrets. Qu'il faudrait qu'on défriche d'ailleurs. D'accord. Alors, coach, quelles sont les limites du jardin secret dans le couple? D'abord, je reviens encore sur la définition de jardin secret. Jardin secret, pour moi, c'est les aspects de la vie d'un individu. Propre à un individu. Qu'il garde et qu'il ne veut pas partager avec son partenaire ou avec quelqu'un d'autre. Et ces secrets sont souvent peut-être des expériences passées, les pensées intimes, les relations accidentelles qu'on a eues. Et bon, on essaie de le garder. Donc il faut que je souligne ça. D'accord, d'accord. Alors, quelles sont les limites d'un jardin secret au sein du couple? Au sein du couple, les limites, il y en a plusieurs. Dans le couple, il faut que la femme ou l'homme sache que la communication est très importante pour que la femme puisse, ou bien le partenaire puisse faire sortir ce qui est en lui, puisse partager ce qui est en lui, dévoiler son jardin secret. Mais si la frustration, le manque de confiance, la peur de qu'en dira-t-on des autres. Des autres, comment? C'est votre partenaire, puisqu'on est en train de parler de mon partenaire, le rejet. Si dans ma tête, je me suis dit, et si je lui dis, est-ce que ça ne va pas atteindre à ma personnalité, à mes émotions personnelles et tout, ça peut constituer une limite pour moi de partager mon jardin secret avec mon partenaire. D'accord, merci, merci. Alors, Monsieur Dossou, être en couple est-il synonyme de tout se dire, tout se raconter? Là, c'est très important. Et quand on est en couple, il faut reconnaître qu'il y a un espace commun et un espace privé. Ah bon? Ah oui. Et c'est vous qui le dites? Oui, je le dis, je le confirme. D'accord. Lorsque tu ignores que ton espace privé, tu dois le maintenir, le sécuriser pour le bonheur du couple, ça peut constituer un danger pour le couple et sur aussi la vie de ses descendants. Vous voyez. Et l'espace commun, il faut savoir comment gérer aussi cet espace commun. La question que vous avez posée, c'est très sensible. Et
quand on ignore, quand on méconnaît qu'il y a une puissance qui incarne l'espace privé et que l'homme doit savoir le maintenir, le gérer, il aura de crise, il aura vraiment de crash pour le foyer. Vous voyez? Donc, s'assurer que oui, il y a ces deux espaces qui existent. Le commun, qu'est-ce qu'il faille amener sur l'espace commun pour que ça fasse objet d'étude, ça fasse objet d'échange, de dialogue. Et qu'est-ce qu'il faut maintenir dans ton espace privé pour sauvegarder la vie du couple. Vous voyez? Parce que si tu ne fais pas la distinction de ces deux espaces et qu'on mélange tout dans le foyer ne pourra plus exister et de façon durable, vous voyez. Donc l'espace privé est très important. Qu'est-ce que vous mettez dans l'espace privé? Un exemple? Un exemple d'espace privé. Supposons qu'il y a des faits qui sont vraiment qui sont observés ou bien des situations qui sont arrivées dans ta famille paternelle ou maternelle et qui soient innées seulement pour l'homme ou bien pour la femme. Et que tu sais que si cette situation, ça s'explose et que mon épouse ou bien mon époux est informé, dans l'avenir, 1 an, 2 ans après, ça peut constituer encore une crise d'insulte, une crise de méfiance de la part de ton partenaire. Là, il faut savoir que ça, tu dois l'utiliser dans ton espace privé pour sauvegarder le foyer. Vous voyez? Mais lorsque tu sais que oui, si je le dis, ça pourra toutefois consolider, ça n'aura aucun impact négatif pour le foyer, là, tu remets ça dans l'espace commun. Mais qui détermine de l'impact positif ou négatif de ce secret-là? Qui détermine? C'est vous-même ou vous allez en parler à quelqu'un qui vous aide à déterminer? Non, tu le détermines ça en toi-même. C'est toi-même qui essaie de le conserver et qui essaie de l'utiliser à bon escient. Vous voyez, lorsque c'est déjà partagé, ça veut dire que ce n'est plus l'espace privé. Vous voyez, mais aussi il faut reconnaître, il faut savoir la tempérance, la nature de l'homme que tu as, la nature de la femme que tu as. Quand tu as une confiance, je dirais, même si la confiance est de façon 100%, il faut aussi chercher à connaître sa psychologie, ses tempéraments, ses caractères, afin de pouvoir jauger, afin de pouvoir évaluer votre vie en commun, pour ne pas créer de crise. Vous voyez. Au sein du couple, c'est très important. C'est très important. Alors, de savoir utiliser ces deux espaces dans le couple. D'accord. Leslie, dans un couple, M. Dossou le disait tout à l'heure, il faut avoir un espace commun et un espace privé. Vous êtes totalement d'accord avec son point de vue? Non, pourquoi? pas du tout, parce que c'est d'ailleurs, excusez-moi, c'est très dangereux, parce que pour moi, vous savez, ça commence déjà par soi-même. Il faut être vrai avec soi-même. Alors, vous n'allez pas vous mettre en couple si vous savez que vous devez avoir des jardins secrets, parce que c'est là où nous en sommes. Et je crois mieux tu exposes la situation plus tôt à ton partenaire, et je crois que mieux dans le futur vous pourrez gérer. Je peux rapidement prendre un exemple, si la régie permet. Oui. J'ai une tante au fait qui est mariée, et malheureusement le mari a contracté une maladie dehors. Et ce n'est que dernièrement, après que je l'ai su, elle a été contaminée. Le monsieur a caché ça pendant des années. Aujourd'hui, vous savez, la technologie a tellement évolué qu'on ne dit plus à un docteur que c'est toi qui m'as rendu malade. Et c'est là où le médecin a dit à ma tante, a dit au mari, les deux étaient là, pour dire que mais vous êtes malade, ça fait 10 ans. Elle, ça fait juste 2 ans qu'elle est malade. Donc c'est pour dire que... Depuis 10 ans, oui, il était au courant, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il a gardé. Sa femme. Et il continue à avoir des rapports sexuels. Donc moi je le dis, vous savez, Rebecca, si vous ne dites pas la vérité à votre docteur, il ne peut pas vous soigner. La seule personne qui peut vous sortir d'une galère, c'est votre avocat. Je crois que soit vous lui dites la vérité, et mieux vous avancez, mieux les choses se passent. Et quand on est vrai, je ne vois pas ce qu'on va essayer de cacher. Voilà. D'accord. Donc pour vous, en fait, il ne faut pas avoir de jardin secret dans le couple. Il faut tout dévoiler. Non, pas du tout. À son ou sa partenaire. Parce que justement, il ne faudrait pas, c'est pour éviter des mauvaises surprises. D'accord. Mais là, vous avez donné un cas sanitaire. Il a parlé, M. Dossou, tout à l'heure, des secrets de famille. Oui, tout à fait, quelque chose qu'on n'a pas envie de révéler. Mais dans ce cas, vous êtes toujours pour qu'on en parle à son partenaire ou à sa partenaire. Toujours, parce que mieux la personne qui est en face de nous est prévenue, mieux c'est comme un autodidacte, il saura gérer au moment venu. Parce que si, excusez-moi Rebecca, d'ailleurs, téléspectateurs d'ailleurs, qu'il doit apprendre ça dehors, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde, ça va vite, les gens ça parle, ça dit n'importe quoi. Vous savez l'impact que ça peut avoir sur la personne. Rebecca, je dis toujours que la mort, moi je préfère celle là où on me tue, que la mort intérieure. Ça détruit.
Donc, mieux la personne est prévenue au départ. Et c'est à quoi s'attendre. Exactement. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, coach, les secrets préservent le couple ou l'exposent? En même temps, vous allez en profiter pour réagir sur les avis. Mais est-ce que pour vous, les secrets protègent le couple ou l'exposent? Moi, les secrets exposent le couple. Expose le couple, d'accord. Parce que le fait de cacher tout le temps des secrets, parce que ça peut dégénérer, ça peut amener des conflits dans le couple, des mésententes, où le monsieur peut commencer par te soupçonner de quelque chose où tu n'as pas fait. Donc le mieux, c'est de partager son expérience, mais tout n'est pas bon à dire. Il y a des réserves. Donc, du coup, je reviens encore sur... Vous rejoignez ce que M. Dosso a dit, comme quoi il faut avoir un espace commun, un espace privé. Mais il faut le définir à base d'une identité du couple. Il faut que le couple définisse au premier abord leur identité, c'est-à-dire mettre la communication ouverte et sincère. Donner la confiance à sa femme pour que quand il y aura une situation du genre, la femme puisse être à l'aise pour mieux s'exprimer. Maintenant, il y en a d'autres qui sont frustrés. Il y a des couples ou bien des partenaires qui sont frustrés à partager leurs expériences parce qu'ils se disent, le monsieur en face de moi, je ne sais pas comment il va le prendre. Et ça lui crée de problèmes parce que ça s'enfouit dans son subconscient. Et un jour, ça peut lui causer des problèmes émotionnels. Et puis, plus tard, peut-être quand il va se rapprocher d'un psychologue ou bien d'un accompagnateur, c'est en ce moment que ça va se révéler à lui. Et puis, il faut maintenant des traitements de guérison pour s'en voir. Donc, le mieux, c'est de partager, mais savoir partager et savoir avec qui. Le partager, l'état émotionnel de votre partenaire. Alors, Madame Agri, vous êtes psychologue de la vie sociale. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir des couples qui ont eu des soucis justement à cause de ce jardin secret dont nous parlons? Oh oui. Oui, je prends le cas d'une... Bon, je ne vais pas donner le nom, oui. Oh, elle savait très bien qu'elle ne peut pas concevoir. Mais elle l'a gardé. Au lieu d'en parler à son partenaire, elle a gardé et à chaque fois, elle remet le tort sur le monsieur. D'habitude, c'est le contraire, ce sont les hommes qui... C'est à cause de lui qu'elle ne tombe pas enceinte, alors qu'elle savait pertinemment que le problème vient d'elle. Et il a fallu des exercices, plusieurs fois des exercices, à les écouter activement et tout. Un jour, la dame, maintenant, ne pouvant plus garder le secret, a fini par lâcher pour dire, j'ai été examinée il y a de cela tel nombre d'années et on m'a dit que je ne peux pas. Est-ce que c'est pas la peur de perdre l'être aimé qui amène parfois à garder des secrets? C'est la peur du rejet, la peur de perdre son partenaire qui l'a amené jusqu'à ce point. Donc, il faut nécessairement, si elle avait eu l'humilité ou bien l'occasion d'en parler avec ce dernier, peut-être il va l'amener, il peut le faire. Il y a plein de mille manières aujourd'hui de concevoir. Mais est-ce que c'est pas cette responsabilité n'incombe pas également aux partenaires de mettre en confiance dès le départ de l'aventure son ou sa partenaire, du fait que oui, on peut tout partager, mais absolument tout? Oui, c'est pourquoi je dis il faut que la base primordiale, c'est l'identité. Il faut définir l'identité du couple. Si à la base, le couple avait commencé par des mensonges... Le couple finira par des mensonges. C'est ça. D'accord, d'accord. Monsieur Dosso, alors j'ai commencé par poser la question au début, que peut contenir notre jardin secret? Alors, si par exemple votre jardin secret contient des fantasmes que vous n'avez pas envie, parce que vous savez, avec moi, quand on parle de fantasmes, n'est-ce pas, c'est quelque chose propre à vous, que vous avez envie de vivre et que l'autre ne
peut ne pas comprendre, n'est-ce pas, Monsieur Dosso? Si par exemple votre jardin secret contient une blessure du passé, mais avec votre S, mais si votre jardin secret contient tout ça, comment vous faites pour le dire à votre partenaire, finalement? Ok, il faut aussi reconnaître que quand tu es un homme ou quand tu es une femme et que tu as des objectifs devant soi, il y a des choses sur lesquelles on ne fait plus feedback. On ne fait plus un miroir de soi-même, vous voyez, pour éviter de retrouver encore des obstacles. Il y a ce qui est passé est passé. Lorsque on va chaque fois revenir sur les histoires qui sont passées, on ne pourra jamais évoluer tant dans le foyer, tant dans cette activité professionnelle, dans n'importe quel domaine, vous voyez. Donc, si éventuellement ces cas arrivent et que je sais que oui, celle avec qui je suis et que je serai désormais, nous avons pris un départ de vérité en nous-mêmes. Nous avons une fondation de base et qu'on ne se cache rien et qu'on ne se mente pas, on ne se leurre pas. Et je suis obligé de lui dire, voilà, le passé, il y a ci, il y a ci. Si elle entend tout ça là, ou bien si il entend tout ça, et compte tenu de cette vérité que je lui ai dite, il prend la décision de partir, tant mieux. Tant mieux, la vie continue. Mais s'il juge que oui, c'est une vérité, celle-là, elle est véridique, elle a un cœur sincère, et elle m'a tout dit, et je m'engage avec lui ou bien avec elle, ce ne fera plus objet d'insulte dans l'avenir. Ce qui est passé est passé. Et vous allez vous mettre sur une piste nouvelle afin de construire votre foyer. Et aussi, il ne faut pas se dire, parce que l'homme a ce cœur qui parfois devient de jour en jour dans des situations données et dubitatif. Lorsque l'homme a faim, par exemple, il tient autre propos. Lorsqu'il mange bien, le propos diffère. Et lorsqu'il a de l'argent, il dit autrement. Lorsqu'il n'a pas de l'argent, il parle autrement. Lorsqu'il a le pouvoir, il parle autrement. Sans le pouvoir, il parle autrement. Donc l'homme varie selon cette tempérance et cette psychologie. Si dans l'avenir, lorsque les situations viendront et tu vas encore commencer par faire le feedback de l'histoire du passé, oui, c'est parce que tu étais comme ça, tu ne veux pas changer, tu vas encore mettre du feu dans le foyer. Ce qui est passé est passé. Montrer la maturité pour s'assurer que oui, nous sommes sur une bonne piste et que chacun ait confiance mutuelle en soi. Et que chacun se dise oui, j'ai confiance en elle. Ça n'a même plus besoin de demander, de raconter tout ce qui s'est passé pendant une journée et comment la journée a été. Est-ce que les gens t'ont harcelé? Est-ce qu'il y a si? Ça n'a pas besoin de ça. Pour vous, le passé doit rester dans le passé. Dans le passé. Et que le présent puisse construire le futur. Mais pourquoi on dit alors que c'est à partir de l'ancienne code qu'on tisse? Ce n'est pas dans tous les cas qu'on tisse l'ancienne code. Dans ce cas-là, la code là, on coupe et on prend une autre code. Parce que tant que tu ne vas pas rendre cette code-là, tu auras toujours une idée négative sur ta femme. Tu auras un aspect négatif sur ton homme. Mais dans le cas, par exemple, la femme a, au cours de sa jeunesse, avorté, par exemple. Si la femme est-ce qu'elle le dit à son partenaire maintenant qu'ils sont en couple, elle attend de concevoir d'abord? Non, ou bien ça c'est pas bien. Lorsque tu sais que tu as avorté 5 fois, 1000 fois, 100 fois, et que tu n'avais pas dit ça à ton époux, et qu'il est ignorant, et que c'est dans des situations difficiles que tu viens me dire que c'est pas j'avais avorté, ça veut dire que tu es vraiment méchant, tu es criminel. C'est pas bien. Il faut dire, lorsqu'il sait que oui, je vais épouser une femme qui déjà a même son utérus qui a été coupé, qui a subi l'ablation, tout ça là. Bon, ça c'est un exemple que je donne. Et que tu es prêt à s'engager, tu supportes et puis tu le fais avec fierté, avec amour. Il y a même tous les moyens maintenant aujourd'hui pour avoir d'un enfant. C'est Dieu qui donne l'enfant, bien sûr. Mais ce ne serait pas ça que tu ne dises pas la vérité, que tu gardes ça comme ça. Ce n'est plus un jardin secret, ça c'est un jardin diabolique. Monsieur Dosso, alors Leslie, est-ce que finalement toute vérité est bonne à dire? Puisque tout à l'heure vous avez soutenu la thèse comme quoi il faut tout dire à son ou sa partenaire. Mais imaginez dans votre famille, par exemple, c'est un exemple, dans votre famille, peut-être qu'une femme ne reste pas trop longtemps sous le toit d'un homme, après quelques années. Vous savez, il y a de ces histoires au sein de certaines familles où que quand l'enfant, le premier est né, meurt en même temps. Vous allez dire, oui,
Ou l'inceste, est-ce que vous allez le dire à votre partenaire tout de suite? Vous commencez, ah mais écoute chérie, moi dans ma famille, il y a l'inceste, il y a le premier-né, il faut savoir que notre enfant là, s'il meurt, il ne faut pas être... Est-ce que toute vérité est bonne à dire finalement? Rebecca, dans mon cas, je suis quelqu'un de vrai, je reviens en disant que la vérité libère. Elle vous libère, vous, elle libère celui qui est en face. Exactement, je vous dirais que oui, je le ferai, mais je prendrai le tact et le temps qu'il faut pour amener mon partenaire à comprendre que dans ma famille, il y a eu de l'inceste. Donc, ne sois pas surpris si demain, il y a telle chose qui se passe. Là, il est déjà préparé. Psychologiquement. Et vous savez, je vais rejoindre ce que monsieur a dit tout à l'heure. Oui, oui, que mieux on connaît la vérité et mieux on est préparé. D'accord? Et il faut savoir, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, j'ai perdu le fil. Et je pense que Rebecca, il faut être vrai. Parce que ce que vous ne dites pas aujourd'hui va vous rattraper dans le futur. Ce que vous ne faites pas aujourd'hui. Oui, mais le cas que j'ai donné tout à l'heure, où le premier-né de chaque famille... Vous le dites. Vous allez le dire? Bien à quel sûr, moment? Au moment où vous n'êtes pas au début de la relation forcément, mais avec le temps... Dès que vous tombez enceinte, c'est ça? Non, non. Avec le temps, Rebecca, votre partenaire, s'il vous aime, pour rejoindre, il restera. Parce que vous savez, l'amour, c'est tout cet ensemble-là. Il restera pour sacrifier son premier-né. Vous savez que l'amour n'a pas de limite. D'accord. Je sais par expérience de quoi je vous parle que j'ai eu à faire beaucoup de choses par amour. Et quand on est amoureux, on peut aller au-delà de... On ne s'imagine pas. Finalement, est-ce que tout le monde est vrai comme Leslie? C'est dommage qu'on est dans un monde, on est dans un monde dommage, on n'est plus dans un monde vrai où voilà, les gens ils n'arrivent pas à dire la vérité, mais je reviens encore, pour moi, avoir un jardin secret dans un couple, vous faites fausse route, vous vous perdez. Simplement. Parce que vous vous montez à l'un et à l'autre, ça ne servira à rien. Très rapidement, Madame Agri, alors dites-nous, le cas que j'ai donné tout à l'heure, l'exemple, vous allez juste me donner votre avis, puisque le temps a filé là. Alors, concrètement, si un couple, si la femme se tourne vers vous, l'homme se tourne vers vous en tant que psychologue pour vous demander, je suis dans tel cas, est-ce que vous me recommandez d'aller en parler à ma partenaire? Quel serait votre conseil? Je vais lui dire simplement de prendre du temps pour étudier son partenaire. Parce que c'est très capital. Étudier, connaître qui est devant toi pour pouvoir mieux parler avec lui. Si la personne, le partenaire ou la femme accepte communiquer, peuvent accepter, non, c'est pas accepter, si la femme a une maîtrise, très bien, une maîtrise de soi jusqu'à un niveau où on peut partager certaines choses avec lui. Là, on peut je peux lui dire, il faut lui en parler si vraiment tu sais qu'elle ne veut pas prendre ça autrement. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Alors, pour finir, dernier tour de table. Finalement, en un mot, pour finir, jardin secret dans le couple, est-ce une nécessité ou un danger? Simplice. Une nécessité positive limpide. Une nécessité positive limpide. Leslie, nécessité ou danger? Nécessité. Nécessité. Et très clair dessus, je ne reviendrai pas. Nécessité. Voilà. Coach? Je dirais que ça dépendra de la manière dont la gestion se fera dans le couple. Ça dépendra. Ok, d'accord. Non, non, mais c'est une nécessité d'avoir finalement... pardon, excusez-moi, je me suis perdue. J'ai dit jardin secret dans le couple. Est-ce une nécessité ou un danger? C'est un danger. C'est un danger, voilà. Je reste là-dessus. Oui, non. C'est un danger. C'est un danger. Je reste irrévocable, oui. Merci. Par la beauté de Rebecca d'ailleurs. Danger, nécessité, et on va voir, on va étudier. Merci beaucoup. Alors, c'est la première fois, chers amis téléspectateurs, que sur une thématique, je ne ferai pas de conclusion. Vous risquez de déceler dans ma conclusion, donc, mon point de vue, et je préfère garder mon point de vue pour moi. Merci, ma conclusion sera donc juste de vous remercier, chers amis, pour la présence sur le plateau, pour ce moment de partage d'idées. Ce fut un plaisir. Merci à vous, chers amis et téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre émission, le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.